Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Rob Opus et on se retrouve pour un nouvel épisode de Histoire d'horreur. Alors avant de me lancer dans cet épisode 2, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour la réception de ce premier épisode. C'est vraiment un podcast qui compte beaucoup pour moi puisqu'il mélange deux choses que j'adore, c'est-à-dire l'histoire du crime et American Horror Story. Donc vraiment, je suis très très heureux de la réception sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, YouTube, peu importe où vous avez écouté ce podcast. Vraiment, si vous l'avez écouté, je vous remercie du fond du cœur. Si vous venez d'arriver, eh bien, sachez qu'il y a un épisode 1 sur H.H. Holmes, le tueur, le premier tueur en série de l'histoire des États-Unis qui a inspiré James Patrick March. Je voulais aussi remercier mes amis pour leur soutien et ils se reconnaîtront et vraiment remercier du fond du cœur parce que leur soutien dès le premier épisode m'a fait vraiment très très plaisir et m'a vraiment motivé à continuer. Et donc voilà, je remercie du fond du cœur. Et d'ailleurs, pour ce deuxième épisode, j'ai choisi une suggestion voilà, d'une auditrice que je remercie également, qui se reconnaîtra. Et d'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à me donner des suggestions, je vous le mettrai en fin de podcast. Et en général, voilà, évidemment, j'ai prévu moi-même plusieurs épisodes, mais je suis très ouvert aux suggestions d'épisodes qui pourraient vous intéresser. Donc pour ce deuxième épisode, on va aller du côté de la Nouvelle-Orléans et on va s'intéresser à The Axeman Killer, celui qu'on voit dans la saison 3 d'American Horror Story, Coven. Alors c'est un tueur qui a terrorisé du coup la Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle, début des années 1900, et que l'on voit dans la saison 3 d'American Horror Story. Avant de se lancer dans son histoire, je tiens évidemment à vous préciser, comme pour le premier podcast, que le contenu de ce podcast va être très choquant. Il pourrait traumatiser certains pour toujours. Peut-être que vous n'arriverez plus jamais à regarder ce personnage de la même façon et qu'il ne vous laissera pas indemne. Mais c'est peut-être très bien comme ça. The Axeman Killer, que l'on voit dans la saison 3 du coup d'American Horror Story, invoqué par les autres sorcières, amant de Fiona, il termine découpé en morceaux par Madison et les autres sorcières quand il tue Fiona. Ce personnage de la saison 3 d'American Horror Story a vraiment terrorisé la ville de la Nouvelle-Orléans, mais surtout, c'est un vrai tueur qui demeure à ce jour absolument non identifié. On ne connaît rien, on ne sait rien sur lui, la police ne l'a jamais arrêté, elle n'a jamais pu l'arrêter. Ce tueur de la ville de Nouvelle-Orléans s'est attaqué en particulier à la communauté italienne présente et vous verrez que ça a vraiment une importance capitale et je vous expliquerai tout ça en détail. Ses premières victimes d'ailleurs ont été Joseph Maggio qui était le gérant d'une épicerie italienne et sa femme Catherine. Ces derniers ont été tranquillement couchés, prêts à s'endormir après une longue journée de travail dans leur épicerie et c'est là que le tueur est entré dans leur appartement, il se trouvait juste au-dessus de la boutique, leur a tranché la gorge avec une lame de rasoir avant de leur exploser le crâne à coups de hache. La gorge de Catherine était tellement découpée, tellement coupée violemment et si profondément qu'elle tenait à peine sur sa tête. Elle ne tenait presque plus sur ses épaules. C'est comme si elle avait été décapitée. Décapitée à la lame de rasoir. Une fois arrivée sur place, la police a trouvé des habits, tachés de sang, et je dirais même plus baignés dans le sang des victimes. Vous pouvez imaginer que quand on découpe une tête à la lame de rasoir, beaucoup de sang gicle, hein, et pas que dans le style American Horror Story ou dans les slashers des années 80 où le sang gicle dans tous les sens. Mais oui, là, clairement, il était plein de sang. Mais avant de partir, le tueur a quand même profité pour laisser ses habits sales et s'habiller proprement pour continuer le reste de sa journée. Ou plutôt de sa soirée. Il avait également laissé un message, non loin de la maison, à la craie, sur lequel on pouvait lire « Madame Maggio va réagir ce soir ». Il suffit juste d'écrire « Madame Tonnet ». Un message très étrange qui ne veut presque rien dire. Et la police d'ailleurs n'a toujours pas réussi à comprendre de quoi il s'agissait. Mais il pourrait faire référence à certains meurtres qui auraient été réalisés des années auparavant que cette série de meurtres dont je vais vous parler par The Axeman Killer, qui pourraient être en fait des meurtres plus anciens, qui dateraient de 1911 environ, et là on est plutôt aux alentours de 1919. Mais aucune preuve, rien de concret et rien qui a réussi à être identifié. En tout cas, c'est un premier message et un premier meurtre extrêmement violent pour l'Axeman Killer.
À peine un mois plus tard, il va de nouveau s'attaquer à des gérants d'un magasin. Enfin plutôt le gérant d'un magasin et de sa maîtresse, un certain Louis Bézumer et Harriet Lowe. Ils ont connu un sort tout à fait similaire au couple d'Italiens, puisque de même, ils ont été attaqués dans leur chambre. Mais à la différence du couple, à la différence des Italiens, ces derniers ont survécu à l'attaque du tueur et ont été retrouvés dans une flaque de sang, mais encore en vie. Malheureusement, une partie du visage d'Harriet, la maîtresse de Louis Bézumer, avait été paralysée à cause de l'attaque et elle a voulu se faire une chirurgie pour rattraper ça, se faire opérer rapidement, mais elle n'a pas survécu et elle est morte. Avant de mourir, elle a confié aux autorités qu'elle avait été tuée par son amant, Louis Bézumer. Ce dernier n'a eu aucune chance de se défendre et en réalité, la police était bien contente de trouver quelqu'un à qui faire porter le chapeau, même s'il n'y avait pas d'autres preuves. Il a été condamné à 9 mois de prison avant d'être finalement acquitté un an plus tard. Voilà, parce que c'est vrai qu'en dehors de ça, il n'y avait aucune preuve et d'ailleurs aucune connexion avec le meurtre précédent et la police n'était pas du tout en mesure ou du coup n'était pas intéressée par tisser des liens entre ces deux meurtres et vous comprendrez très bientôt pourquoi dans la suite du podcast. Mais voilà, accusé à tort, il a quand même été libéré un an après, mais en fait, il a quand même subi une double peine, puisque bon, il a perdu sa maîtresse. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément, c'est pas recommandé, hein, évidemment, d'avoir une maîtresse, hein, surtout quand on est marié, c'est pas génial, mais bon, on n'est pas là pour juger, on n'en est plus là, hein, dans ce podcast, hein, puisqu'on a affaire à des meurtriers sanguinaires. C'est pas le plus grave, hein, loin de là, hein, à côté de, voilà, que ces derniers vivent une affaire en dehors de leur vie, on va dire, normale, si je puis dire. Hein. On est très loin des préoccupations qui sont causées par les autres tueurs. Hein. Voilà, loin de là. Mais du coup, double peine pour lui, puisqu'il passe un an en prison, en plus accusé à tort pour le meurtre de sa maîtresse. Un meurtre qu'en fait, il n'avait absolument pas commis et que du coup, la police s'en est rendu compte, mais un an après. D'ailleurs, un mois plus tard, le tueur a encore frappé, bon, ce qui évidemment laissait bien présager que ce pauvre Louis Bézumer n'était pas capable de commettre ses meurtres directement de la prison. Et encore une fois, sans véritable succès. Il y a vraiment une chaîne d'échecs, on va dire, chez l'X-Man Killer qui n'arrive pas ou qui ne veut pas, peut-être, qui laisse ses victimes à moitié mortes. Cette fois-ci, c'est une femme de 28 ans, enceinte, qui sera sa victime. Cette dernière a été retrouvée avec son cuir chevelu découpé à la lame. Ses cheveux étaient complètement arrachés et découpés, le haut de son visage découpé à la lame. Un mode opératoire similaire au premier meurtre, puisqu'en fait, ils ont été découpés à l'aide d'une lame de rasoir. En fait, l'X-Man Killer s'introduisait chez les gens, récupérait des lames de rasoir. C'est vrai qu'en général, les gens se rasaient beaucoup avec des lames, particulièrement à l'époque. Vous imaginez que vous arrivez à visualiser ces longues lames un petit peu pour se raser. Je suis bien content d'avoir un rasoir, un vrai rasoir Gillette, etc. Pas une lame en ce qui me concerne, on sait jamais quand même. Et d'ailleurs, je vous invite à faire attention, puisqu'on ne sait pas qui c'est, peut-être que le fantôme va venir. Mais voilà, il récupérait une lame de rasoir et souvent une hache qui était chez les gens pour commettre les meurtres. Encore une fois, heureusement, je n'ai pas de hache chez moi et c'est peut-être mieux comme ça. Mais voilà, malgré la violence de l'attaque, puisque quand même son cuir chevelu a été découpé à la lame, on s'imagine la douleur que ça représente, elle a réussi à survivre et en plus à donner naissance à son enfant. Donc c'est vraiment, je trouve, une preuve de courage énorme de la part de cette personne-là, dont on ne connaît pas le nom. Vraiment un courage exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est aussi la première personne qui va vraiment aussi décrire le tueur, puisqu'elle l'a bien vu. Et elle s'en souvient. Vous allez voir sa description, c'est pas forcément une description très, très explicite. Elle va décrire ce tueur, ce X-Man Killer, comme une figure sombre, une personne vêtue de noir, avec un chapeau noir. Donc c'est vrai que c'est plutôt, on dirait presque une description une image en fait de la mort, une image de la mort qui viendrait cueillir ses victimes, mais pas vraiment une description de quelqu'un de mortel, hein, en fait. Hein. On dirait plus la description d'un fantôme, d'un monstre, plus qu'autre chose qui vient infliger la mort. Seulement 5 jours plus tard, pas de temps à perdre, le tueur frappe de nouveau, encore une fois, contre le gérant d'un magasin et encore une fois contre un membre de la communauté italienne de la Nouvelle-Orléans. Joseph Romano a été retrouvé par ses deux nièces, le crâne explosé à la hache, le visage découpé à la lame.
Et encore une fois, malgré ça, malgré toutes ces blessures, il a réussi à survivre à l'attaque. En tout cas, il a réussi à survivre à l'attaque dans les heures qui lui ont suivi, mais il est mort quelques jours après. Et les deux filles, les deux nièces ont aussi réussi à percevoir le tueur et ont décrit de la même chose que la victime précédente, c'est-à-dire une personne, une silhouette sombre, une personne d'allure sombre, portant un costume noir et un chapeau noir. Alors, j'attire votre attention sur la question de silhouette sombre. J'ai mis silhouette sombre à dessein puisque j'ai vu plusieurs descriptions possibles. Certaines parlent d'une personne à la peau noire. Certaines parlent d'une allure sombre et c'est très peu clair. Donc j'ai plutôt voulu partir sur quelque chose de sombre. En plus, bon, c'est vrai qu'on n'était pas encore du coup à l'époque du profilage et ce qui a mis en place, qu'on peut voir notamment dans la série Mindhunter, mais c'est vrai qu'il est très rare il est très rare du coup que les tueurs en série s'attaquent à des gens de leur propre en dehors de leur communauté. Donc j'ai mis mes réservations sur ça, et en plus j'ai vu beaucoup de sources contradictoires, donc je préfère partir sur quelqu'un à l'allure sombre, puisque en réalité c'était souvent quelqu'un qui frappait dans le noir, etc. Donc c'est vrai que on peut imaginer qu'on ne voit pas bien son visage, il fait noir et on ne sait pas. Donc en tout cas c'est quand même encore une fois cette description de quelque chose de vraiment sombre, d'une figure en fait qui représenterait presque la mort, un fantôme, même pas une vraie personne. Mais encore une fois, loin de là la possibilité d'identifier le tueur. Mais globalement, à force, la police avait quand même une petite idée de à quoi pouvait ressembler ce tueur à la hache, une figure sombre, chapeau noir, blouson noir, en tout cas veste noire. Et là où en fait ils n'avaient pas trouvé de traces véritablement cette fois-ci, et ils ont pu un petit peu le décrire, et évidemment la presse a commencé à prendre connaissance de ce qui s'était passé, et là une véritable vague de panique s'est installée dans la ville, cette ville d'habitude festive de Nouvelle-Orléans. Et vraiment, comme vous pouvez vous en imaginer, tout le monde pensait voir cette ombre, les gens étaient terrorisés, la police recevait des appels en disant qu'ils avaient vu le tueur sans arrêt. Évidemment, les plus vulnérables étaient protégés, et les personnes de la communauté italienne étaient en panique terrible. Il fallait vraiment protéger évidemment les grands-pères, les grands-mères, mais aussi les couples se sentaient visibles, puisque c'est quand même un tueur de couple, encore une fois. Et globalement, la communauté italienne était plongée dans une panique absolument terrible. Et c'est d'autant plus terrible que la communauté italienne n'avait pas épargné par le racisme aux États-Unis, et particulièrement entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. L'immigration italienne a été très forte à plusieurs reprises aux États-Unis. Et d'ailleurs, la communauté italienne est très représentée. Déjà très forte dans un premier temps au 19e siècle et aussi au début du 20e siècle. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Italiens qui venaient d'arriver sur le territoire américain, qui étaient encore des Italiens, en tout cas des Italo-américains, et qui ont dû faire face à un racisme très violent, un racisme terrible, et particulièrement dans le sud des États-Unis, puisque le sud des États-Unis, évidemment le lieu premier de l'esclavage, véritable, on va dire, berceau du racisme et des idées de suprématie blanche, et c'est encore le cas aujourd'hui. De nombreux Italiens étaient venus travailler dans le sud des États-Unis, et particulièrement dans les plantations. Et en fait, ils étaient venus travailler dans les plantations après la guerre de sécession, là où les esclavagistes en fait ne pouvaient plus prendre d'esclaves, et donc ne voulaient absolument pas payer des Afro-Américains pour travailler quand ils les avaient gratuitement avant. Et en fait, ils ont été remplacés par des travailleurs venus d'Italie, qui venaient échapper la famine et des conditions de vie absolument terribles. Beaucoup de personnes qui venaient du sud de l'Italie. Et voilà, ces Italiens qui ont fui la famine et une pauvreté extrême dans le sud de l'Italie. Et je n'ose pas imaginer quel était le niveau de pauvreté au 19e siècle dans le sud de l'Italie, puisque je parle de ma propre expérience. Ma famille a quitté l'Italie au début du 20e siècle. Et était déjà dans une pauvreté absolument extrême.
et dans une situation de presque famine, sinon de famine. Donc je n'ose imaginer dans quelle situation étaient ces gens-là dans le sud de l'Italie, qui étaient prêts à traverser le monde, hein, à passer puisqu'une traversée à l'époque, c'était l'œuvre de quand même, de plusieurs semaines, hein. Si on traversait pas, il y avait pas Air France, hein, donc on partait pas du port de Naples, vers la Nouvelle-Orléans en 2-3 jours, quoi, hein. C'était vraiment l'œuvre de plusieurs semaines, donc vraiment dans des conditions assez extrêmes, donc vraiment des gens qui étaient prêts à tout. Et malheureusement, ils n'ont pas trouvé un sort très favorable dans le sud des États-Unis, particulièrement autour de ces plantations, puisque, eh bien, voilà, le racisme était encore très très fort, et ces gens-là qui étaient en fait des esclavagistes et ont récupéré ces personnes-là, ces Italiens, qui ont trouvé des conditions de travail absolument horribles. C'est sans surprise, hein, provenant d'esclavagistes qui ont massacré et exploité la population afro-américaine pendant des années. Et donc ils ont été sujets au racisme, à la ségrégation. Voilà, c'est autour des années 20 par exemple qu'on a pu voir notamment certaines boutiques qui affichaient des signaux interdisant l'accès aux Italiens. Il y a une particulièrement célèbre et particulièrement triste, je me rappelle de mes cours de civilisation américaine sur le sujet, où il y avait une affiche avec écrit interdit aux chiens et aux Italiens par exemple. Et c'est des choses qu'on a pu voir en France aussi, hein, mais qui étaient vraiment très, très courantes aux États-Unis, particulièrement dans le sud et particulièrement à la Nouvelle-Orléans, puisque la communauté italienne était très présente. Mais c'est particulièrement un épisode qui s'est déroulé à la fin du 19e siècle à la Nouvelle-Orléans, donc là où ont été commis ces meurtres, qui a atteint vraiment un pic de violence, puisque 11 Italiens ont été victimes d'un des plus grands lynchages de l'histoire des États-Unis, et c'est pas peu dire, puisque bon, les États-Unis sont assez, on va dire, malheureusement assez spécialistes de la question, puisqu'il y a eu énormément de lynchages envers les Afro-Américains, et particulièrement autour du 19e siècle. Mais là, ce sont 11 Italiens qui ont trouvé la mort. Je vous remets tout ça dans le contexte. 19 suspects italiens avaient été inculpés pour le meurtre d'un commandant de police. Donc c'est vrai que déjà 19 personnes pour tuer un commandant de police, ça paraît complètement fou, mais bon, c'est vrai que c'est un peu le style de l'époque, hein. On envoie des gens en prison pour rien. C'est le classique, hein, pour les priver de liberté, et donc en fait pour continuer l'esclavage, hein. C'est ce qui avait été fait beaucoup à la fin du 19e siècle, du coup, pour les Afro-Américains, et dans le sud des États-Unis, en fait, où, puisqu'on ne pouvait plus les rendre esclaves, ils les envoyaient en prison pour rien. En prison, évidemment, ils les faisaient travailler. Donc, la situation était similaire. Ils s'étaient privés de liberté et ils travaillaient gratuitement. Et voilà. Et c'est une situation qui est horrifique, en fait, puisque là, on n'est plus dans les meurtres, etc. Mais je trouve que c'est encore plus horrible, encore plus violent. Et qui n'est pas terminé, en fait, parce que quand on regarde les pourcentages de population carcérale aujourd'hui aux États-Unis, on voit que, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est extrême majorité, plus de 70% d'Afro-Américains, et dans des États, particulièrement la Floride, quand on a commis un délit, même un délit mineur, et on peut commettre un délit très rapidement aux États-Unis, hein, il suffit de rouler un peu trop vite, ou d'aller dans une propriété qui n'est pas la nôtre, et sans le savoir, etc. On ne peut plus voter. Donc beaucoup d'Afro-Américains se sont vus retirer le droit de vote, et notamment autour de l'élection de George Bush, et ça avait recommencé pas mal pour l'élection de Trump. Beaucoup d'Afro-Américains se sont vus retirer le droit de vote, et c'est vraiment un problème qui persiste énormément en Floride, et qui ne change pas. Allez, je reviens au 19e siècle, puisque bon, même si l'horreur continue, l'horreur du 19e siècle est tout aussi est bien le sujet, on va dire, pour l'instant de ce podcast, puisque c'est 19 Italiens inculpés pour meurtre, 11 personnes condamnées à la prison, mais ils n'ont pas pu purger leur peine aucunement, puisque dès qu'ils sont allés en prison, une foule de 11 personnes, une foule est venue massacrer les 11 personnes qui avaient été condamnées à mort. Ils les ont tués, ils les ont massacrés, évidemment. Cette attaque terrible a été complètement passée sous silence, car le racisme envers la communauté italienne, comme je vous l'ai dit, était vraiment très très fort. D'ailleurs, Theodore Roosevelt, qui allait devenir président des États-Unis, avait même explicitement dit qu'il trouvait que c'était une bonne chose, et que la personne qui avait organisé ce lynchage avait commis quelque chose de très bien, une justice pour lui. Donc voilà, ça en dit long, hein, sur le racisme ambiant. Et d'ailleurs, cette personne-là s'est vue félicitée par cette organisation, puisqu'elle a été élue gouverneure de l'État de Louisiane.
Et d'ailleurs, il avait confié que pour lui, les Italiens étaient pires que les Noirs. Donc voilà, ça vous donne une idée du racisme ambiant que subissait la communauté italienne aux alentours du 19e siècle, et donc dans un contexte au final très très proche de celui des meurtres de l'Axeman Killer, et du coup à garder à l'esprit. Voilà, puisque la violence envers la communauté italienne en Louisiane et le racisme ambiant sont vraiment très importants et expliquent beaucoup de choses, je trouve. Et vous allez de plus en plus le voir et le comprendre. Voilà, ce racisme était devenu régulier, courant, admis. Et d'ailleurs, deux autres gérants d'un commerce italien, d'ailleurs vous voyez le lien avec les meurtres, avaient été massacrés, pas par l'Axeman Killer, du coup par quelqu'un, parce qu'il avait servi des Noirs au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, de la même manière que les Blancs. On peut aussi penser à la condamnation à mort de Sacco et Vanzetti, deux immigrés italiens condamnés à mort à tort pour meurtre dans le Massachusetts. Ces derniers avaient subi un procès basé sur le racisme, sans aucune chance de se défendre. Évidemment, c'était aussi lié aux questions anarchistes, de communisme, puisque beaucoup d'Italiens qui étaient partis du Sud à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, étaient des anarchistes, étaient des gens, des communistes, des gens qui avaient apporté une idéologie d'extrême gauche, on va dire, même si le terme n'est pas très approprié pour l'époque, mais voilà, c'est fait plutôt référence à ce qu'on connaît aujourd'hui, et on était vraiment au début de la Red Scare, de la peur, la peur maladive des États-Unis envers le communisme, qui avait été notamment nourrie par le début de la montée en puissance de l'URSS et la prise de pouvoir de Lénine. Et voilà, donc c'est vraiment les questionnements autour de ce climat racial, de violence dans la société américaine, qui est à prendre en compte pour l'Axeman Killer, parce que vous voyez à quel point la police ne cherche pas, en fait, et dès les premiers meurtres, à trouver un coupable. En réalité, on a l'impression que c'est un nettoyage, on va dire. On a l'impression parce que la police voit ça comme une bonne chose. En fait, quand on voit les déclarations qui avaient été faites par les pouvoirs publics, le gouverneur de Louisiane, Theodore Roosevelt, qui est quand même devenu président des États-Unis, on voit bien qu'en fait la mort d'Italiens en fait était une bonne chose pour eux. Voilà. Et donc voilà, c'est vrai que souvent dans ce podcast, on va partir sur des sujets de société qui sont pas en lien apparent, on va dire, avec les meurtres. Là, je vous parle pas de meurtres, quoique si, puisque ces gens ont été tués, mais en fait, ils sont très importants pour comprendre comment ces meurtres-là, comment autant de violence peut avoir lieu de manière aussi impunie, parce que c'est vrai qu'on a vraiment une histoire de violence très forte envers certaines communautés aux États-Unis, et souvent en lien très très fort avec ces tueurs en série. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout, et j'aurai l'occasion de vous en reparler, quand on parlera de Charles Manson, quand on parlera de Richard Ramirez, etc., du Son of Sam et tout ça. Il y a vraiment un contexte social, socio-culturel, en fait, qui permet ces choses-là, et c'est vraiment quelque chose de très propre à la société américaine. Allez, de retour sur l'Axeman Killer, puisque, après plusieurs mois sans tuer, mais avec une panique qui ne cessait d'exploser dans la ville de la Nouvelle-Orléans, l'Axeman Killer va frapper de nouveau. Cette fois-ci, encore une fois, contre des Italiens. Encore une fois, contre des Italiens qui gèrent un commerce. Puisque là, c'est Charles Cortimiglia, un immigré italien qui a été massacré avec sa femme, Rosie, et leur petite fille de 2 ans. Après avoir explosé le crâne de Monsieur Cortimiglia, le tueur s'est retourné vers sa femme, qui tenait alors sa petite fille de 2 ans dans les bras, et a frappé un grand coup de hache qui n'a laissé aucune chance à ce pauvre enfant, mais qui a laissé la femme, Madame Cortimiglia, blessée, mais encore en vie. Et on imagine à quel point la blessure physique, mais la blessure physique ne compte pas dans cette situation-là, quand on voit mourir son enfant de 2 ans d'un coup de hache. Malheureusement, la situation on peut imaginer la blessure terrible que ça a laissé chez elle. Et voilà, malgré la violence de l'attaque qu'avait subi Charles Cortimiglia, ce dernier a réussi à survivre après 2 jours passés à l'hôpital. Je trouve que vraiment, alors où l'Axeman Killer était pas très précis, il faisait exprès de blesser des gens derrière lui, blessés mais pas morts, certainement blessés aussi psychologiquement à vie. Ou alors vraiment les gens étaient très forts à l'époque, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont résisté à l'attaque. C'est assez impressionnant, je trouve, puisque c'est quand même des attaques, on décrit
tous les rapports et j'ai lu des extraits des extraits de journaux, et cetera, qui décrivent les attaques. Ce sont des attaques extrêmement violentes, avec des visages qui sont découpés. Enfin, je veux dire, une hache, c'est pas rien. Après, bon, c'est vrai que c'est moins efficace qu'un pistolet, en tout cas. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des coupures, mais c'est plus dur je pense, de découper, on va dire, de découper, faut vraiment y aller, quoi, pour toucher un organe vital, suivant où on tape, etc. Il aurait peut-être fallu dire ça à la femme de Jack Torrance dans Shining, hein. Peut-être elle aurait été un petit peu moins inquiète quand il tapait à coups de hache à la porte en criant Here comes Johnny, hein. Mais bon, en tout cas, voilà, beaucoup ont survécu et mais bon, on imagine les blessures terribles. D'ailleurs, voilà, Madame Cortimiglia, qui a survécu à l'attaque, va accuser d'autres commerçants italiens d'avoir commis le meurtre, deux rivaux. Un homme plutôt âgé, on va dire, de 69 ans, mais bon, pour l'époque c'était quand même assez vieux, et son fils qui a une vingtaine d'années. Même si ces accusations étaient absolument farfelues, puisqu'il était absolument impossible que cet homme de 69 ans ait pu passer par la fenêtre, attaquer, prendre le dessus physiquement de ces gens-là qui étaient quand même beaucoup plus jeunes et en meilleure forme, et que son fils était beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant, et n'avait absolument rien à voir avec les descriptions physiques, on va dire, d'allure qui avaient été faites du tueur. Évidemment, vous vous doutez bien, avec le contexte que je vous ai expliqué auparavant, de racisme ambiant et de cette volonté de tuer des Italiens coûte que coûte, en fait, qui ne vont pas avoir le droit au bénéfice du doute, et que ces accusations, en fait, vont être évidemment très écoutées par la police, et ces gens-là vont subir un sort terrible, puisque l'homme de 69 ans, condamné à la prison à vie, sans preuve, hein, juste avec la déclaration de la personne qui avait survécu, et son fils a été pendu. Voilà. Encore des victimes, en fait, de la communauté italienne, on va dire, qui sont pas des victimes directes de l'Axeman Killer, mais qui sont en fait des victimes pas par proxy, en fait, de la situation et du contexte socio-culturel. Charles Cortimiglia, après être sorti de l'hôpital et en voyant cette déclaration qui n'avait aucun sens, qui avait été faite par sa femme, a divorcé d'ailleurs. Il ne supportait plus les accusations ces fausses accusations. Il ne supportait pas de voir le sort qui était arrivé à ces deux personnes, deux autres commerçants italiens d'ailleurs, comme eux. Mais voilà, ça pesait trop sur sa conscience, et quelques années plus tard, elle est revenue sur son témoignage en confiant qu'en fait, elle voulait simplement se débarrasser de deux rivaux, de la concurrence. Elle voulait se débarrasser de la concurrence, et elle les a attaqués, elle les a accusés à tort. Évidemment, elle n'a rien eu du tout, hein, pas de question de faux témoignages. C'est pas grave, puisqu'il s'agissait d'Italiens. Et voilà, vous comprenez bien là, du coup, que le climat raciste ambiant envers la communauté italienne avait permis, en fait, à ces gens d'être condamnés à mort, malheureusement, sans procès, sans possibilité de se défendre, et sans même au final chercher le vrai tueur. Et là, il y a vraiment une façon de détourner l'attention sur lui qui est assez terrible, mais du coup très efficace, puisque en fait on ne cherche pas l'Axeman Killer, hein, puisqu'en fait de toute façon il tue des Italiens, et donc on fait le porter le chapeau à n'importe qui, donc tout va bien pour la police. On va s'arrêter là pour la première partie, et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette première partie, et on va se retrouver du coup pour, la deuxième partie très rapidement. On se retrouve de suite pour la deuxième partie avec une lettre venue tout droit de l'enfer, une lettre écrite par l'Axeman Killer. On se retrouve pour la partie 2 de ce podcast, sur l'Axeman Killer de la Nouvelle-Orléans, et donc voilà, très rapidement, je vous rappelle de quoi on a parlé pendant cette première partie, puisque voilà, on a eu droit à des meurtres, pas beaucoup de meurtres au final, hein, pas vraiment on va dire, de personnes qui sont allées au bout, enfin qui sont vraiment mortes. On a eu beaucoup d'attaques, on va dire, beaucoup d'attaques de cet Axeman Killer qui n'a pas beaucoup réussi à tuer, puisque beaucoup de gens sont restés en vie. Comme je dis, j'ai l'impression que les gens étaient très résistants à l'époque, ou alors ils n'étaient pas très précis. Et je vous ai aussi parlé aussi du contexte de violence envers la communauté italo-américaine, la communauté italienne, des immigrants italiens qui étaient sur place à Nouvelle-Orléans. Contexte vraiment violent, un contexte on va dire, de limite, voilà, de volonté d'exterminer cette communauté, de s'en débarrasser en tout cas.
Et avant de se quitter, je vous ai parlé d'une lettre, une lettre venue tout droit de l'enfer. Le tueur a écrit à la police et je vais vous raconter tout ça dans cette deuxième partie. Voilà. Après le faux témoignage dont je vous ai parlé aussi, d'autres meurtres très similaires ont eu lieu. Cette fois-ci, ils sont allés au bout. 2-3 personnes encore ont été tuées, on va dire, par l'Axeman Killer, tuées à coups de hache, la ville de Nouvelle-Orléans en panique totale, vous imaginez très bien. Mais c'est une lettre écrite par l'Axeman Killer envoyée à un journal local et du coup adressée aux habitants de la Nouvelle-Orléans, qui a fait plonger cette ville dans une panique complètement incontrôlée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il explique dans cette lettre qu'il va frapper de nouveau, le tueur va frapper de nouveau, il va dire je vais tuer encore, je vais tuer de nouveau, mais qu'il va épargner ceux qui écouteront du jazz. Du jazz, oui, vous avez bien entendu, de la musique, du jazz, pourquoi pas. Donc moi je serais mort certainement parce que je serais en train d'écouter du metalcore ou de la musique emo, mais quoi qu'il en soit, les gens qui écoutent du jazz seront épargnés. On y reviendra, on va y revenir de suite, mais avant ça, je voulais quand même vous lire le premier paragraphe de cette lettre que je vous ai traduit en français. La traduction est faite par mes soins, comme ça, autant que mes études d'anglais à l'université Aix-Marseille aient servi à quelque chose. Je vous lis ça. De l'enfer, le 18 mars 1919. Mes chers mortels, ils ne m'ont jamais capturé, et ils n'y parviendront jamais. Ils ne m'ont jamais vu, car je suis invisible, tout comme l'éther qui entoure la terre. Je ne suis pas humain, mais un esprit, un démon qui provient des confins les plus brûlants de l'enfer. Je suis ce que vous, les habitants de la Nouvelle-Orléans, et vos policiers idiots appellent The Axeman. Je vous laisse quelques secondes. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette lettre vraiment déroutante. Déroutante à de nombreux égards. Déjà, elle est titrée, on va dire, elle est située en enfer, de l'enfer, du coup en anglais From Hell, le 18 mars 1919. Il s'adresse aux habitants de la Nouvelle-Orléans en leur disant « Mes chers mortels ». Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que lui n'est pas mortel, lui est déjà... Il est déjà passé de l'autre côté, il est déjà je sais pas, ressuscité d'une façon ou d'une autre, ou c'est un fantôme, ou lui-même est immortel. Vraiment une lettre mystique, surprenante, déroutante. Pourquoi ce tueur nous explique-t-il qu'il est invisible ? Se sent-il invisible aux yeux de la société ? Ou bien a-t-il pris goût au fait d'échapper à la police ? Et en ce sens-là, je reviens à la première description qui avait été faite du tueur, comme une personne qui avait à la peau noire. Est-ce qu'il se sentait du coup invisible aux yeux de la société parce qu'il était d'une communauté que la société ne voyait pas ? Et d'ailleurs ça pour moi, ça peut, même si c'est un livre qui est sorti plus tard, en 1952, le livre de Ralph Ellison, The Invisible Man, qui parle d'un Afro-Américain comme disant qu'il était invisible. Vraiment quelque chose de très particulier. Est-ce que c'est quelqu'un qui se sent invisible ? Est-ce que c'est quelqu'un qui échappe à la police, du coup, qui se dit qu'il est invisible ? Beaucoup de références à Satan, à l'enfer, on sent l'imagerie très très forte, très très présente, presque un petit peu surprenant, puisque c'était pas forcément, on va dire, quelque chose de très 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 répandu à cette époque-là. Bon, évidemment, on donnait la peur des protestants, des catholiques d'une manière générale, des chrétiens de l'enfer, et même toutes les religions, mais voilà, les communautés, en tout cas religieuses, qui étaient présentes à cette époque-là en Nouvelle-Orléans, c'était surtout des catholiques, des protestants, mais aussi des chrétiens catholiques, chrétiens protestants, beaucoup de catholiques du coup avec les Italiens, et beaucoup de protestants avec les gens qui étaient déjà là, les blancs, on va dire. Les blancs, les WASP, White Anglo-Saxon Protestant, la communauté américaine de base, on va dire, qui était partie, cette branche extrême, on va dire, du protestantisme, qui était partie, les puritains, etc., qui étaient partis d'Angleterre et du coup qui s'étaient installés aux États-Unis. Voilà, beaucoup de références à l'enfer. C'est vrai que c'est aussi
La région de la Nouvelle-Orléans, évidemment, est très chargée en mysticisme et tout ce qui est lié à tout ce qui est à la magie noire, voilà, à toutes ces choses-là. On peut penser évidemment au mythe de Papa Legba que l'on retrouve dans la saison 3. Peut-être qu'il y a un lien avec la magie noire, la magie vaudou qui était présente. Je ne sais pas, c'est possible. Évidemment, à Marie Laveau, à qui je consacrerai un grand épisode très très bientôt. C'est une figure que je trouve absolument fascinante. Voilà, c'est une région aussi des États-Unis quand même très chargée en histoire mystique, voilà, avec, on va dire, un petit penchant, je pense, une ouverture d'esprit plus présente pour l'occulte que certaines autres régions qui aussi, voilà, qui seraient tombées dans la peur, on va dire, pour en parler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à Nouvelle-Orléans qui ça peut résonner, qui peuvent comprendre et peut-être du coup avoir peur, mais avoir peur en disant mais oui, j'ai peur puisqu'en fait cette personne-là a peut-être des vrais pouvoirs, pas juste j'ai peur parce que cette personne-là est impie, cette personne-là est en train de commettre un péché, est en train de se détourner de Dieu, etc. Parce que subir le courroux divin, hein, je pense que ça va plus loin que ça en Nouvelle-Orléans. Hein. C'est vraiment... Vraiment, je pense qu'il y avait beaucoup d'oreilles qui auraient pu être ouvertes et du coup avoir peur à raison, puisque cette personne peut-être est capable d'utiliser la magie noire, puisque cette personne est un fantôme. Et dans ce cas-là, ça ferait du coup référence à American Horror Story, puisque c'est un fantôme qui est ramené par les sorcières. Est-ce que l'Axeman Killer était un fantôme ramené par un sorcier ou une sorcière? Qui sait? Dans le but de frapper la communauté italienne, dans le but de frapper des gens de manière totalement, enfin, un peu au hasard, hein, puisqu'au final, pas que des Italiens, beaucoup d'Italiens, certes, mais bon, c'est aussi un peu les cibles faciles de l'époque, puisque tout le monde voulait s'en prendre aux Italiens. Vraiment, je trouve un premier paragraphe extrêmement cryptique, extrêmement mystique, et je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo YouTube ou même du podcast. Je laisserai un petit passage. J'ai vu aussi beaucoup d'analystes en parler de cette lettre en disant qu'elle était très bien écrite, absolument très très bien écrite, et c'est vrai, voilà, il y a même des rimes, on sent qu'il y a une certaine musicalité. Je ne l'ai pas lu en entier, mais il y a plusieurs paragraphes, vous pourrez la trouver assez facilement. Et elle est très intéressante en entier, mais juste, je ne pouvais pas vous la lire en entier. En plus, il y a certaines expressions qui se traduisent mal, donc j'ai préféré moi choisir le plus frappant, on va dire, peut-être vous donner envie de lire la suite. Mais voilà. En tout cas, on voit bien là le lien avec la série American Horror Story, puisque c'est un fantôme, hein, et qui se fait invoquer pour tuer, et qui reprend sa folie meurtrière. Et on voit bien à quel point je trouve Ryan Murphy est vraiment fort pour utiliser les légendes, on va dire, le folklore de l'histoire d'horreur américaine, hein, pour les étendre, les développer, et vraiment prendre un peu par-ci par-là, un petit peu partout. Je trouve que c'est vraiment sa force. C'est ce qui fait aussi qu'American Horror Story, c'est aussi une série qui a des représentations vraiment très 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 fidèles, on va dire. Et même si elle s'en éloigne des fois, je trouve que c'est pour le mieux. À part certaines, et vous verrez quand on parlera d'Anton LaVey dans la saison 8, je vous expliquerai pourquoi j'aime pas du tout cette représentation. Et voilà, je vous donnerai beaucoup d'autres détails, parce que c'est un personnage que je connais très très bien, que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, là on voit vraiment à quel point je trouve Ryan Murphy a su utiliser un petit peu la magie, le mythe autour de ce personnage dans cette saison 3. Quoi qu'il en soit, cette lettre n'a fait qu'augmenter la paranoïa autour du tueur, comme vous vous en doutez, et au final, on ne connaît toujours rien de ce tueur, et cette lettre rend le tueur encore plus inquiétant, puisqu'en fait, qui est cette personne? Est-ce que c'est un humain? Est-ce que ce n'est pas un humain? On ne sait pas. En tout cas, la plupart des habitants de la Nouvelle-Orléans étaient pris de panique et se sont tous mis à laisser du jazz en permanence chez eux, particulièrement le soir, puisque c'est là où le meurtrier frappait. Mais voilà, le jazz résonnait partout dans la Nouvelle-Orléans, et voilà, au moins ça, j'ai envie de dire, hein, c'est assez sûr, hein, voilà, donc le jazz résonnait partout, et quelques meurtres ont eu lieu, vraiment juste après la lettre, vraiment quelques semaines après. Mais globalement, la série meurtrière s'est arrêtée en octobre 1919, et du coup quelques mois après la lettre, et voilà, c'est au final... on ne sait pas plus, on ne sait rien d'autre de cet Axeman Killer qui a commencé à tuer de manière comme ça, et qui a arrêté de tuer comme ça, sans être fait arrêter, voilà, juste parce que le jazz résonnait, peut-être, je ne sais pas. Dans la suite de ce podcast, on va se poser la question, dans cette deuxième partie,
essayer de trouver des pistes de qui était cet Axeman Killer, en tout cas pourquoi, d'où venait cette pulsion meurtrière. C'est vrai qu'il est difficile d'expliquer ces pulsions meurtrières, hein. C'est souvent des pulsions, hein. C'est quelque chose que ces gens-là ne contrôlent pas forcément. Et c'est encore plus compliqué quand le mystère autour de la personne qui a commis ces meurtres reste entier, puisqu'en fait on n'a jamais attrapé cet Axeman Killer. Si on regarde, il n'y a aucune description véritablement de cette personne-là. Rien du tout, même voilà, rien du tout. C'est vrai qu'il y a vraiment une certaine fascination, hein, chez certains tueurs qui ont été arrêtés. Voilà, je pense que c'est pas un hasard si la peine de mort, par exemple, j'en reparlerai après, a été annulée quand Charles Manson a été arrêté. Voilà, il a donné plein d'interviews en prison. C'est vraiment un personnage qui a été étudié, une personne qui a été étudiée, qui en est devenu un personnage en fait, hein, qui a été étudié énormément, une grosse couverture médiatique. Je pense aussi à Ted Bundy, et là je vous fais référence au documentaire Netflix qui est très bien sur lui, voilà, où à la télé il lit lui-même sa déclaration au procureur. Enfin, il y a vraiment une mise en scène énorme, et quand on a les tueurs, on essaie de les comprendre en fait, en un sens, dire mais pourquoi ils ont fait ça, mais là c'est très compliqué parce qu'on l'a pas. Voilà. Cependant, il y a quand même quelques théories qui concernent ce tueur à la hache, et notamment qui ont été présentées par certains experts du crime. D'abord, comme j'ai pu l'expliquer auparavant, ce tueur a attaqué en particulier des membres de la communauté italienne de la Nouvelle-Orléans. Et donc le premier motif possible à ne pas exclure est le racisme. Voilà. Je rappelle que voilà, quelques années avant ces meurtres, une vingtaine d'années avant ces meurtres, voilà, des dizaines d'Italiens avaient été lynchés, d'autres personnes avaient été tuées, et de nombreux Italiens étaient tués en fait quotidiennement sans que la police s'y intéresse. Est-ce que le tueur voulait s'attaquer à cette communauté italienne qui était stigmatisée? Voilà. En tout cas, voilà, c'est sûr que ce groupe social était déjà bien abandonné par les autorités, et je crois pas que ces meurtres étaient vraiment motivés par le racisme, parce qu'en fait, il n'a pas tué que des Italiens, il n'a pas tué que des Italiens, et je pense pas que ces meurtres étaient motivés par le racisme à proprement parler. Je pense qu'en fait, cette personne-là s'est juste servi en fait de ce contexte de l'époque, en sachant que de toute façon, il allait tuer des Italiens, et que la police allait s'en foutre en fait, hein. C'est un peu comme c'est un peu comme je pense à Jack l'Éventreur et les prostituées, voilà, en Angleterre. On se dit, de toute façon, j'ai tué les prostituées, tout le monde s'en fout, quoi. Voilà, la différence de la famille Manson qui tue Sharon Tate, etc., des superstars, et du coup là tout le monde s'y intéresse, c'est la panique, etc. Là non, on s'en fout, la police s'en foutait de toute façon, puisque c'était des Italiens qui de toute façon, voilà, pour eux c'est bon débarras, quoi. Donc voilà, je pense pas que ce soit le racisme, c'est une des possibilités qui a été mise en place. Je crois pas que ce soit le cas, hein, quoi qu'il en soit. En tout cas, il y a quand même beaucoup de membres de la communauté italienne qui ont souffert de ces meurtres, que ce soit des gens qui sont morts directement des mains de ce tueur, mais en fait il y a beaucoup de gens qui sont morts, comme je l'ai dit, un peu par proxy, et j'imagine en fait vraiment l'ampleur sur plusieurs années, au niveau psychologique de ces gens, puisqu'il y a des gens qui ont été condamnés à mort par la justice, du coup même pas par l'Axeman Killer, hein, mais qui du coup à cause du meurtre, on va dire, à cause de fausses déclarations, etc., mais c'est pas lui qui a fait ça, hein, c'est la justice des États-Unis, hein, qui a fait ça. Voilà. Ou d'autres personnes qui sont jetées en prison, et on imagine évidemment ostracisées par la communauté. Voilà, parce que quand on dit vous avez tué votre femme, forcément les gens ont plus envie de vous parler, hein, c'est logique. Donc voilà. Donc, au final, beaucoup de gens, beaucoup de crimes impunis, beaucoup de victimes un petit peu en lien, pas forcément direct. Et on voit, je pense, que cette communauté italienne a été en fait utilisée parce qu'elle a été très stigmatisée à l'époque. Une autre théorie qui a été proposée par des spécialistes du crime est que ces meurtres étaient reliés à une volonté de tuer des femmes, ou en tout cas d'avoir des relations avec elles. Et le tueur serait une espèce de sadique qui voulait massacrer leur mari quand il ne pouvait pas avoir de relations avec ces femmes-là. C'est quelque chose d'assez plausible, il me semble, puisqu'il y a beaucoup de couples en fait qui ont été frappés, et du coup on peut aussi penser à American Horror Story, puisqu'il a une relation avec Fiona, et puis ça marche pas trop, etc. C'est quelque chose de possible, hein, c'est quelque chose de possible. Est-ce qu'il n'y avait pas, voilà, en plus il y avait des histoires avec des maîtresses, des personnes qui ont été accusées à tort.
Je trouve qu'il y a quand même, c'est quand même quelque chose voilà, qui sera difficile à prouver, et il n'y a pas du beaucoup de pistes. Je sais qu'il y avait, voilà, il y avait une personne qui avait été, plus ou moins pointée du doigt comme étant un potentiel suspect qui serait mort en Californie quelques années après, mais pas rien de je l'ai pas plus mentionné que ça, parce que rien de très plausible au final. Et c'est vrai que bon, en tout cas, on voit que c'est quand même des couples qui sont attaqués, hein, quand même, hein. J'ai plutôt l'impression, on va dire, que voilà, à part quand c'est des suites d'accidents, il y a globalement beaucoup de femmes qui s'en sont sorties au final, hein, dans ces histoires. Est-ce que voilà, ils voulaient pas se débarrasser des maris pour les avoir pour elles? C'est vraiment une piste quand même, je trouve assez intéressante. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je serais très curieux de savoir quel est votre avis. Et enfin, la dernière théorie, qui est relativement et aussi bizarre que ce soit, parce que de toute façon, on n'est plus, ce mot bizarre, il veut plus rien dire, hein, dans ce podcast, hein, mais quoi qu'il en soit, aussi invraisemblable soit-il, c'est que cette personne aurait commis ces meurtres afin de promouvoir le jazz. Alors la musique peut pousser au crime, on y reviendra quand on parlera notamment de Charles Manson, qui a écrit plusieurs chansons pour les Beach Boys. Peut-être que vous le saviez déjà, si vous ne le savez pas, voilà, vous le saurez. Qui a même sorti un album qui est sur Spotify et autres, voilà, qui écrivait beaucoup de chansons pour beaucoup de groupes de l'époque, et ces membres-là des groupes récupéraient les chansons et ne le créditaient pas, ou disaient ouais, non mais ta chanson elle est pourrie, mais en fait, les utiliser. Il y a une chanson de Charles Manson qui s'appelle Cease to Exist, et une chanson des Beach Boys qui a un titre quasiment similaire, le même rythme. Enfin bref, c'est une copie. Et donc c'est vrai que ça avait beaucoup motivé en tout cas la haine de Manson envers les Beach Boys, et du coup pour commettre les meurtres. Mais on y reviendra. C'est pas le sujet de ce podcast, quoi qu'il en soit. La musique en tout cas peut pousser au meurtre, puisque voilà. Mais dans ce cas-là, en fait, cette lettre a eu un impact extrêmement positif sur la musique en Nouvelle-Orléans, et en fait ces meurtres aussi d'une manière générale, puisqu'à cause de la peur, tous les clubs de musique qui étaient présents s'étaient mis à jouer du jazz en permanence. Plein d'artistes de jazz qui marchaient pas forcément se retrouvent au final à être invités à jouer dans un bar, à être invités à jouer dans un club, à être invités à jouer dans un restaurant, à faire des concerts. D'autres artistes composent des musiques expressément sur le tueur. Il y en a qui ont été faites, plein en fait, plein. Des musiques de jazz dans lesquelles ils implorent le tueur de ne pas les tuer sur un son de jazz, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment ces meurtres, et cette lettre plus particulièrement, en fait, cette lettre est venue appuyer les meurtres. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est vraiment lui qui l'a écrite, puisqu'on ne sait rien, on ne connaît pas son écriture, hein. C'est pas, voilà, il n'y a pas du tout de piste possible, hein. Ça fait évidemment penser au Zodiac, hein, qui avait écrit une lettre avec un message crypté, un code à la police. Et pour le Zodiac, il y a plus de pistes. On en reviendra, puisque le Zodiac est aussi dans American Horror Story, la saison 5. Et la saison 7 aussi, d'ailleurs. Mais là, on ne sait pas. Mais voilà. Donc, une des théories, ce serait que voilà, il y a une personne, il y a plusieurs noms qui ont été mentionnés, mais pour moi, ils sont assez insignifiants, parce qu'en réalité, c'est impossible de savoir de gens qui auraient pu commettre ces meurtres, ou en tout cas essayer de capitaliser sur ces meurtres en envoyant cette lettre pour relancer une carrière musicale, et faire en sorte que le jazz soit écouté, que le jazz fonctionne à mort, si je puis dire, malheureusement. J'ai pas fait exprès, oui, fonctionne à mort, littéralement. Du coup, pour éviter la mort dans cette région-là. Et voilà, une théorie porterait à croire que le meurtrier était en fait un chanteur de jazz en difficulté financière qui a tué dans le but de relancer la musique et de sauver sa carrière. Et on peut imaginer que ça a marché, puisque comme je vous dis, vraiment, le jazz a explosé en Nouvelle-Orléans. Vraiment explosé. C'est quand même une région, c'est vrai, qui est aujourd'hui quand même assez synonyme de cette musique-là. Et qui a eu quand même pas mal de succès autour de ça. Et vraiment, c'est vrai que voilà, ça a explosé. Comme je vous dis, le jazz était joué partout chez les gens. Les artistes étaient invités tout le temps dans les clubs, dans les restos, etc. Plein de labels voulaient produire des musiques de jazz pour ne pas mourir, en fait, hein. C'est vraiment une question de vie ou de mort, littéralement. La musique, le jazz, dans ce cas-là. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire du podcast, et je vous poserai la question, comme ça vous pourrez répondre. Quelle est la théorie qui vous semble la plus plausible? Qu'est-ce que vous en pensez? Et pareil en commentaire de la vidéo YouTube, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir d'en discuter avec vous.
En ce qui me concerne, je pense que c'est un petit peu un mix de tout, en fait. Je pense que la théorie du jazz me semble pas folle, en fait. Pas si folle que ça, puisque en soi, les gens sont prêts à tout pour réussir, et en particulier dans la musique, en vrai, hein, et dans d'autres, même dans le cinéma, etc. Enfin, en tout cas, dans l'art, on va dire, dans la représentation artistique. Les gens sont souvent assez prêts à tout pour réussir. Je dirais que quand on est en difficulté financière, on a tendance à des fois être dos au mur, et je justifie pas, mais en tout cas, je peux imaginer que cette personne-là, bon, une personne évidemment. Bon, on n'est plus là, hein, on n'est plus dans le jugement, de se dire cette personne-là a un souci, machin. Évidemment qu'elle a un souci, personne ne fait ça. Personne ne fait ça quand tout va bien, c'est pas ça le sujet. Mais voilà. Je pense que cette personne-là s'est dit, voilà, peut-être s'est dit, voilà, je vais essayer de relancer ma carrière musicale. On peut imaginer peut-être qu'elle va avoir des affaires, peut-être avec des femmes de ces épiciers, des boutiques italiennes, voilà, qui n'avaient pas forcément marché. Et puis cette personne s'est dit, de toute façon, je peux attaquer la communauté italienne les yeux fermés, puisque tout le monde va s'en foutre. Et ça, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé en fait. Ça n'avait rien à foutre au final de la communauté italienne, puisque là où vraiment le où il y a eu la panique, c'est pas quand la police se dit, mais attendez, ces Italiens sont victimes. Non, 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 c'est quand on se dit, en fait, cette personne-là, il faut jouer du jazz. Hein. En fait, c'était plus important de jouer du jazz que de sauver la communauté italienne. Donc en fait, je pense que le tueur s'est dit, je peux faire ce que je veux avec. De toute façon, la police ne viendra jamais me chercher, et c'est vrai. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que vu l'importance du jazz au final et dans ces meurtres, c'est vrai qu'on peut imaginer que c'est quelqu'un qui a voulu relancer sa carrière. C'est pas impossible, c'est vraiment pas impossible. En tout cas, on ne saura jamais qui était le tueur à la hache. Et quoi qu'il en soit, son mystère continue de fasciner entre les chansons, son apparition dans la saison 3 du coup d'American Horror Story. Et, mais plus que tout, je trouve pour moi, l'horreur de ces crimes en fait réside dans une chose en particulier, et c'est le racisme. Parce que c'est vraiment le racisme envers la communauté italienne qui a laissé ces meurtres se passer en toute impunité et qui a fait payer à des innocents qui n'avaient absolument rien à voir avec ces crimes, payer de leur vie et au final faire beaucoup de victimes, même faire plus de victimes presque que le tueur. Voilà, c'est tout pour ce podcast sur l'Axeman Killer. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci du fond du cœur. Vraiment, ça me fait très plaisir. C'est très important pour moi. J'ai beaucoup aimé le faire. J'ai beaucoup aimé faire des recherches dessus. D'autant plus que, bon, comme j'ai dit, ma famille aussi a immigré de l'Italie, enfin, pas vers les États-Unis, mais vers la France. Et, enfin, vers la Tunisie d'abord et aussi vers la France. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui m'est très très cher puisque voilà, je fais partie de cette communauté d'immigrés italiens. En tout cas, je suis le résultat. Donc, c'est vrai que c'était très intéressant de faire des recherches là-dessus. Et ça m'a permis aussi de vous parler du contexte socioculturel, contexte racial envers la communauté italienne qui est souvent passée sous silence, qui n'est pas forcément celui duquel on parle le plus autour du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et je peux comprendre pourquoi, parce que c'est vrai que voilà, les questions autour de l'esclavage, etc., sont vraiment très très fortes et ils sont assez débattus aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est vrai que la communauté italienne n'a pas forcément, c'est pas forcément réapproprié. En fait, c'est une question de lutte en fait. Et ça peut aussi venir du fait que la communauté italienne aux États-Unis est plutôt n'est pas une communauté qui est dans la revendication. C'est une communauté qui a beaucoup gardé ses coutumes d'une part, mais d'autre part, c'est aussi une communauté qui s'est beaucoup intégrée à la droite américaine. Et si on regarde les électeurs de Donald Trump, par exemple, c'est beaucoup de Cubains et beaucoup d'Italiens, énormément d'Italiens en fait, et beaucoup de gens qui sont intégrés à la droite américaine et qui ne sont pas forcément dans une logique, on va dire, de réappropriation historique et de mise en avant de ce qui s'est passé, mais qui sont en fait plutôt à pointer du doigt la souffrance des autres, qui n'est pas forcément une communauté très ouverte, on va dire. Au niveau social, pas très ouvert dans l'échelon politique américain. C'est plutôt une communauté de droite, voire d'extrême droite en vrai. Donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas encore réapproprié cette histoire. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas tant que ça au final. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous a plu. On se retrouve très bientôt, dimanche prochain, puisqu'on va continuer ce format de sortie où je sortirai les épisodes, en tout cas le dimanche, le week-end en tout cas. Le prochain épisode, je peux vous le dire dès maintenant, va consacrer Jim Jones, le gourou qui a inspiré Kai Anderson. Enfin, en tout cas, un de ceux qui a inspiré Kai Anderson dans la saison 7 de American Horror Story Cult. Le groupe de metalcore Bring Me the Horizon.
et d'une manière générale, qui a choqué les États-Unis, qui fait partie de ces gourous qui ont une histoire absolument choquante. C'était Robopus, c'était Histoire d'horreur. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.